Du fleuve Congo, colline du Kivu, une génération se lève forte et debout. La RDC appelle énergie et vision. Nous incarnons cette transformation. Et c'est bel et bien pour ça que nous avons deux merveilleux panélistes ici sur moi, on stage, qui vont prendre la peine d'y répondre. Alors, quelle est donc ou d'où me viendra la première question? Bonjour à tous. Bonjour. Je me nomme au nom de Ndala Winner et ma question est celle-ci. Y a-t-il quelque chose qui change quand la jeune fille a ses premières règles dans sa vie en fait? Quelle est la chose qui change dans sa vie? Merci pour cette belle question. Les cycles menstruels, normalement, Dieu l'a créé pour signaler au fait directement à la fille, à la jeune fille, qu'elle est en mesure de contracter une grossesse. C'est vraiment sur le plan biologique, ok? Ce qui change le plus, à part les quelques modifications que vous aurez morphologiques, ok? Qui peuvent déjà précéder cette menstruation ou le règle. Mais ce qui change dans sa vie, c'est le fait de savoir qu'elle peut porter une grossesse, bien qu'elle n'est pas encore en mesure de la porter, vu qu'elle n'a pas encore un organisme tout à fait mature pour subir ce phénomène. Voilà. Merci, docteur Amazani. La seconde question, d'où me viendra-t-elle? Voilà. Je suis Davina du lycée technique Bolingani, académicienne de la FOTAM. Ma question est celle-ci. Vous avez dit que les règles prennent 2 à 3 jours. Lorsque ça dépasse, peut-être ça fait une semaine, on doit s'inquiéter ou bien c'est tout à fait normal? C'est aussi une très belle question, ok? Surtout pour celle-là qui vient de commencer à avoir ses règles. J'ai même apprécié le fait qu'on puisse bien préciser ici. Au fait, l'OMS tolère encore jusqu'à 7 jours, ok? L'OMS, qu'est-ce Ouais. l'OMS? Connaissez-vous toute l'OMS? L'Organisation mondiale de la santé. Super. Ok, tolère encore jusqu'à 7 jours. Au-delà de 7 jours, ce n'est plus un saignement normal. Il faut consulter le médecin, surtout que c'est vos premières règles. Vous n'êtes pas en mesure de connaître toutes les caractéristiques de votre cycle. Ok, il faut consulter, dépasser 7 jours. Une autre question. Ouh là là! Bonjour à tous, je suis Moussoungi Lachidi Floralis, élève du lycée technique Bolingani, académicienne de la FOTAM. J'aimerais savoir, et si par exemple ça changeait, la durée moyenne changeait après chaque mois, est-ce que cela est une maladie? Ok, ce n'est pas forcément une maladie. Très belle question aussi. Merci. Si vous êtes dans les limites normales, ok, ce n'est pas une maladie. D'ailleurs, pour celle-là, nous jeunes qui voyons nos premières règles, c'est des règles qui sont caractérisées par des changements. Ok, lors de vos débuts des cycles-là, le 3, 4, 5 ou 10 premiers cycles, c'est des règles qui n'ont pas des caractéristiques assez fixes. Ça change. Mais il faut juste vous mettre en tête qu'il y a des limites qu'on appelle en médecine des limites physiologiques, normales. Dépasser ces limites, je parlais de 7 jours, ok? Je parlais de 7 jours. Dépasser ces limites, c'est des plus normales. Donc, ça peut venir pour la première règle 3 jours, deuxième règle 4 jours, troisième cycle 2 jours, ok? C'est tout à fait logique, mais il faut vous mettre en tête qu'il y a des limites acceptables, ok? Dès lors que vous dépassez ces limites, vous consultez, donc vous informez le parent et le parent va vous accompagner pour une consultation. Il n'y a pas que la durée, au fait. Il y a beaucoup de choses. Il y a même la douleur aussi, qui peut à un certain moment être insupportable. Et ce qu'on demande aux jeunes, c'est de faire une échelle de 1 à 10. Vous allez estimer la douleur de 1 à 10. Si vous dépassez 5, donc c'est vous-même, au fait, qui estimez la douleur. De 1 à 10, on peut vous dire 5 ou 6. Si vous dépassez 6, vous pouvez aussi consulter, ok? Puisque c'est un phénomène nouveau, ok? Pour vous, vous pouvez consulter, voir si c'est une douleur qui est supportable,
ou des douleurs liées seulement aux règles, puisque les règles peuvent annoncer certaines maladies au fait qui s'est cachée pendant la phase primaire au fait de l'organisme. Et dès lors que vous avez vos règles, il y a peut-être des malformations qui peuvent se révéler à travers ces règles. Et c'est toujours important de parler, discuter avec le parent au cas où vous avez des signes qui vous dérangent énormément, ok, et consulter le médecin. Mais sinon, c'est supportable dans la mesure du possible. Supportable dans la mesure du possible. Une autre question. J'aimerais également rappeler à ceux qui nous suivent que vos questions sont bel et bienvenues. N'hésitez pas, la régie me les transmet et je pourrai éventuellement les poser si elles n'ont pas encore été posées dans la salle. Bonjour, je réponds au nom de Myriam Foura, élève au Collège moderne du Figuier. Ma question est la suivante. Je suis une fille qui a eu ses règles un peu trop tôt, à l'âge de 9 ans, et ça n'a pas été facile. Et ma question est celle-ci. Lorsqu'une fille a ses règles très tôt et développe de la peur, de la honte ou un traumatisme psychologique, comment peut-on l'accompagner mentalement, socialement et surtout émotionnellement pour l'aider à mieux vivre cette étape? Parce que ce n'est pas facile. Clairement. Bon, c'est même la raison de cette activité ou de ce projet, ok? C'est d'essayer, et même de cette journée, j'ai vu sans tabou, ok? D'essayer toujours de discuter avec le parent, premièrement, puisque c'est vraiment notre entourage direct. Et ces parents-là qui sont informés, puisque aujourd'hui, il y a de plus en plus des initiatives qui encouragent ces débats dans nos familles et tout ça, d'essayer de vous accompagner, ok? De vous accompagner, de vous apporter les informations nécessaires pour arriver à comprendre que c'est un phénomène aussi qui peut venir beaucoup plus tôt. Ce n'est pas une maladie, ça peut venir beaucoup plus tôt et savoir comment se comporter et comment surtout vous accompagner, puisque à 9 ans, je suppose que vous êtes encore trop jeune. Il faut vraiment un accompagnement, quoi. Mais le secret, c'est d'en parler à voix haute, tel qu'on nous a dit ici. Et je pense que vous allez trouver un accompagnement adéquat. Ok. Oui. Je vais aider le docteur sur la dimension sociale. Parce que vous devez savoir que les règles sont devenues plus tôt, globalement. Peut-être il y a 10 ans, il était plus vers les 13-14 ans. Maintenant, ça arrive facilement à 9-10 ans. Donc, les médecins considèrent un problème de précocité de la puberté seulement avant les 8 ans. Donc, 9 ans, c'est encore un âge qui arrive aujourd'hui. Peut-être que ça n'arrivait pas à ma génération, mais aujourd'hui, ça arrive. Et c'est lié au changement climatique, à la chaleur, aux perturbateurs endocriniens que nous mangeons avec les junk food et toutes les choses aussi qui ont des perturbateurs endocriniens, comme par exemple les désodorants, etc. Donc, il faut regarder aussi ce que nous mangeons, ce que nous utilisons pour notre santé. Et ça, c'est important, du moment que vous commencez à avoir vos premières règles, de choisir les produits de santé menstruelle qui est plus adapté à votre bien-être. On en a vu 2, il y en a d'autres, des possibilités de produits à utiliser pour la gestion des règles. Et c'est très important de décider ça par rapport aussi à votre corps. Si la serviette hygiénique réutilisable, ça ne passe pas chez vous parce que ça vous fait des rougeurs, ça gratte, etc., il faut l'abandonner en faveur d'un produit à base de coton, par exemple, qui est moins agressif. Maintenant, il y a ma soeur là-bas qui est spécialiste de tout ça, elle va vous parler de ça, donc je ne vais pas empiéter sur ce qu'elle veut dire. Et l'autre question que j'ai réfléchissais par rapport à une question qui a été posée, c'est qu'est-ce que ça change dans notre vie? Il y a les changements biologiques, à lesquels on s'adapte. Mais ça change énormément dans notre quotidien. Si vous faites du sport et tous les mois, vous avez vos règles, comment vous allez gérer vos 5 jours-là qui vous devez aller courir? Et vous avez peut-être peur qu'un peu de sang va sortir de votre culotte et quelqu'un va indiquer, va se moquer de vous parce que vous avez fait une tâche alors que vous étiez en train de jouer à volley, à foot, à quelque chose. Ça change beaucoup parce que je dois décider comment gérer ces 5 jours-là. Et je dois m'organiser avec mon sac, avec l'accès à l'eau, parce que peut-être là où je fais mon entraînement, il y a un problème dans la salle de bain, donc je vais peut-être prendre une bouteille d'eau avec moi.
dans mon sac, c'est énormément de changements dans la vie des filles. Et moi, je me souviens, à votre âge, mon problème principal, c'était quand je devais changer ma serviette. À l'époque, il n'y avait pas de choix, il y avait seulement les serviettes réutilisables. Maintenant, on sait qu'elles ne sont pas très bonnes pour la santé, mais à l'époque, on n'a utilisé que ça. Et mon problème principal, c'était comment je fais me lever en classe sans que quelqu'un va comprendre que je suis en train d'aller aux toilettes pour changer ma serviette. C'est vrai, mais ça demande toute une discrétion aussi. C'est pas évident pour les filles, surtout comme nous sommes dans des classes, la plupart des classes mixtes. Que vont penser les garçons aussi? Et ce qu'il y a de bien, en tout cas avec ce genre d'initiative portée ici par le UNFPA et Voda Éduc, c'est que les garçons, parce qu'il y en a aussi aujourd'hui parmi nous, puissent également apprendre de cela. Le docteur Ramazani est un homme et il en parle, je dirais pas non pas comme s'il avait ses règles, mais c'est tout comme. Alors merci à vous en tout cas de nous accompagner aujourd'hui. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Moi j'ai une question qui vient de me parvenir. Je sais que vous avez énormément de questions les filles. Chose essentielle que vous devez savoir, c'est qu'on aura un moment d'échange avec tous nos panélistes après ce podcast et donc vous pourrez, et je vous dis, vous accrocher et poser encore plus de questions. Moi, j'en ai une qui me parvient, qui est la suivante. Elle me vient bien évidemment ici d'une fille qui est à Goma et qui me dit « Pourquoi certaines filles ont des douleurs avant même que les règles commencent ?» Parce qu'elle, apparemment, elle a terriblement mal à chaque fois qu'elle ne commence. Est-ce que ce sont des signes annonciateurs? Oui, exactement, c'est des signes annonciateurs, mais c'est des bons signes, en fait. Puisqu'en médecine, on dit que la douleur, c'est un signe de vie. Okay? Si on n'a plus de douleur, donc on ne vit plus. Et en ce qui concerne les règles, c'est des bons signes, puisque les bons dieux a fait en sorte que les sangs qui sortent, que nous voyons là, proviennent d'une couche qui est dans la matrice, telle qu'on a dit, l'utérus, et cette couche-là, c'est desquame. Cette couche tombe, si je dois dire, ce n'est pas desquamé en termes populaires ou simples, ce que je peux dire. La couche qui tapisse l'utérus ou la matrice de l'intérieur tombe, au fait. Et c'est ce qui cause notre saignement là que nous avons pendant le règle. Et si on n'a pas de douleur, le sang là ne va pas s'extérioriser. Donc il y a une sorte de contraction que la matrice subit pour chasser le contenu qui est le sang qui se trouve dans cette même matrice-là. Donc c'est des bons signes. Mais je le dis ici, il faut toujours évaluer cette douleur à l'échelle de 10. Puisqu'il n'est toujours pas évident de supporter cette douleur. Au cas où ce n'est plus supportable, on peut vous aider à atténuer cette douleur. Mais c'est des bons signes. Ah ben comme quoi, j'y arriverai. Ah ben comme quoi les filles, apparemment, il faut avoir mal. Ce sont de très bons signes. Qui a souvent mal? Non mais il ne faut pas se gêner. Hein. Moi, j'ai terriblement mal. Hein. Des fois, ça arrive même de se plier en 4 avant de pouvoir savoir que les règles arrivent. Donc, oui, donc voilà. Bah, sachez en effet que ce n'est pas mal d'avoir mal. Je dirais que c'est un bon signe aussi. Pourquoi? Puisque ça permet aux jeunes filles aussi de savoir prendre quelques précautions, liées au fait à cet état-là. Vous avez des douleurs, vous savez que vous devrez soit préparer votre bande, hein, vous partez à l'école, vous pouvez déjà préparer ou au préalable déjà la porter, c'est toujours important d'avoir ces signes précurseurs. Super. Mais écoutez, là maintenant, je vais me lever et j'aimerais bien qu'on puisse applaudir, s'il vous plaît, pour eux. Et je vais vous inviter, chers panélistes, à reprendre vos places, car là maintenant, c'est le moment de mes filles et moi. Fleuve Congo, colline du Kivu, une génération se lève forte et debout. La RDC appelle énergie et vision. Nous incarnons cette transformation. Beauté, courage et intelligence.
de leadership féminin. Et oui, ça parle au futur. Écoutez, avant d'ouvrir justement cette nouvelle série de questions, moi j'aimerais d'abord m'adresser à vous. Bonjour, Madame Océane. Madame Océane Juanita, elle va maintenant partager son histoire. Oui, car telle que vous la voyez là, elle a une histoire autour du syndrome justement du choc toxique, un témoignage fort et inspirant qui sensibilise les filles justement à l'importance de l'hygiène menstruelle, de l'écoute de son corps et des bons gestes surtout à adopter au quotidien. À vous la parole. Bonjour à toutes. Déjà pour commencer, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Océane Juanita Salibi, je suis activiste dans l'hygiène menstruelle. Et pourquoi j'ai choisi de devenir activiste? C'est parce que j'ai failli mourir un jour à cause d'une protection. Il faut savoir qu'il y a d'autres protections qu'on n'a pas citées ici, mais voilà. Il y a plusieurs protections qu'on peut porter. Il y a des tampons, des cups menstruels, des culottes menstruelles, ainsi que des serviettes lavables. Moi, j'avais l'habitude de mettre des tampons. C'est un applicateur interne qu'on met pour se protéger lors des menstruations. Mais le problème avec cette protection-là, comme toute autre protection, il ne faut pas les garder trop longtemps. Et c'est la chose que moi je faisais. Je dormais avec. Je l'ai gardé du coup plus de 4 heures. Et un jour, en 2018, il s'est passé que j'ai commencé à avoir des bibons sur le corps, des staphylocoques dorés, des furoncles. Vous connaissez ce que c'est? C'est des boutons avec du pus, comme ça. J'en avais un peu partout sur le corps. Et j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines. Et après cette hospitalisation, on m'annonce en fait que j'ai contracté le syndrome du choc toxique menstruel. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est? Non. Le syndrome du choc toxique menstruel, c'est une maladie qui touche à peu près, je dirais 30-40% des femmes. Et il y a plusieurs variantes. Moi, c'était une septicémie, donc une infection du sang. Donc le fait d'avoir gardé ma protection trop longtemps a fait que j'ai eu une infection du sang. Et j'étais à ça d'y passer. Mais Dieu merci, j'ai été soignée dans cet hôpital en Belgique. Et donc je m'en suis sortie indemne. Et je me suis dit que, en fait, j'aurais pu éviter cela si on m'avait préparé à l'avance, si à l'avance on m'avait dit, écoute, ne porte pas ça autant de temps, ou m'expliquer les bonnes manières pratiques d'hygiène à avoir, et je ne les avais pas. Et donc, mon rôle aujourd'hui est vraiment de pouvoir éduquer le plus possible les jeunes filles et de les accompagner durant cette période dans laquelle vous vous posez sûrement énormément de questions. Et donc voilà, et je suis là pour ça. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir? En effet, un témoignage inspirant. Donc, vous vous rendez compte, il a fallu qu'elle passe par une épreuve douloureuse, difficile, pour aujourd'hui être, va-t-on dire, moi j'aimerais vous appeler la Wonder Woman des filles qui ont leur menstru. Alors, est-ce qu'on peut lever les mains et, encore une fois, le crier? Car c'est ce qu'elle fait à travers son témoignage. Alors, sans plus tarder, la nouvelle série de questions. Bonjour à tous, je réponds au nom de Kétine Dalla, élève du Collège moderne Le Figuier. Ma question est la suivante. Pourquoi attend-on des femmes qu'elles soient performantes, même quand elles souffrent en silence? Je t'assure, ça c'est une bonne question. Docteur Grace, Madame Juanita, dites-nous pourquoi est-ce qu'on attend de nous d'être performantes même dans ces moments-là? Ça, c'est vraiment une question de stéréotype dont les femmes sont victimes. Mais c'est aussi très sociétal. Hein? Ce n'est pas dans toutes les sociétés, mais c'est vrai que dans la société africaine, c'est très fréquent. On attribue à une femme des rôles vraiment de Wonder Woman. Et on ne tient pas compte de ces différences par rapport aux hommes. Parce que les femmes et les hommes ont des différences plutôt biologiques, n'est-ce pas? Pas intellectuelles ou en termes de capacité, mais c'est des différences biologiques. Et oui, c'est vrai que la société devrait plus se pencher pour savoir que la femme a des moments où biologiquement, elle traverse des moments qui doivent lui demander du repos ou qu'on la comprenne. C'est même ça le concept de la santé mentale, la santé menstruelle, pardon, qui est un concept qui veut qu'on permette à la femme, lorsqu'elle a son cycle, d'être en bonne santé physique, psychologique et sociale. Et je pense que plus cette thématique de santé menstruelle est promue, plus on va y arriver. Ce n'est pas facile, mais on va arriver à un moment où on va tenir compte de toutes les différences biologiques et on va lutter contre ces stéréotypes de genre. Une autre question?
Merci. Bonjour à tous. Comme Matou, élève du lycée Matongué, académicienne de la FOTAM. Alors moi j'ai plutôt deux questions. La première est pourquoi certaines adolescentes utilisent-elles encore des méthodes non sécurisées pendant leurs règles malgré les risques pour leur santé? Et la deuxième est les produits utilisés pendant les périodes de menstruation, que ce soit les bandes hygiéniques ou les protections hygiéniques, peuvent-elles causer parfois des irritations ou des infections? Merci. Merci pour tes deux questions. Alors c'est vrai qu'il y a une première, mais quel type de méthode serait dangereuse ou sont-elles Tu as parlé de méthode, c'est cela? Par rapport à ta première question, oui, dis-moi. Oui. Quel type de méthode? Tu as une idée? Tu as quelque chose? Oui, j'ai une idée. Comme par exemple, d'autres filles utilisent des morceaux de pagne. J'en ai eu l'expérience. Et même Madame Juanita, une fois, Madame Océane plutôt, une fois disait qu'avant elle mettait le sable, je me rappelle. C'est sûr que jusqu'aujourd'hui, il y a des filles qui le font. D'accord. Alors, Madame Juanita, je crois que la question vous est également posée. Oui. Certaines filles, jeunes femmes, utilisent certaines méthodes, différentes méthodes. Beaucoup de gens pensent que c'est par faute de moyens. Mais moi, je pense que c'est aussi par faute de connaissances, parce qu'elles n'ont pas eu, en fait, ce que vous avez aujourd'hui, le fait d'avoir des personnes qui viennent vous parler, peut-être avant ou même pendant vos périodes, qui vous expliquent ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Moi, j'ai été dans des camps militaires où on a donné des conférences, où des jeunes filles ont avoué mettre du sable dans leurs culottes pour se protéger des menstruations, pour absorber le sang. Il y en a d'autres qui utilisaient des bandes hygiéniques qu'elles allaient découper en plusieurs morceaux, les enrouler et les mettre à l'intérieur. Donc j'ai entendu aussi d'autres qui utilisaient des serviettes jetables, donc elles les utilisaient, les rinçaient et puis les réutilisaient. Donc il faut savoir que ça c'est très dangereux pour la santé parce que ça apporte beaucoup de maladies. Ensuite, dans les protections qui peuvent irriter ou pas irriter, je dirais par exemple, la deuxième partie de mon histoire a été qu'en 2022, j'ai commencé à avoir des irritations juste après mon accouchement. Et j'ai appris par la suite qu'en fait, je faisais une réaction allergique aux bandes hygiéniques. Mais comme une des académiciennes tout à l'heure l'a dit, elle a eu ses règles à 9 ans, je les ai eues aussi à 9 ans. Donc j'en portais depuis que j'avais 9 ans, mais sauf qu'à un jour, ça a commencé à me démanger. J'ai eu des démangeaisons, des brûlures, etc. Et j'ai dû arrêter totalement. Raison pour laquelle aussi, en plus d'être activiste, j'ai créé des culottes menstruelles. Est-ce que vous avez des exemplaires ici? Vous en avez toutes dans vos paquets. Est-ce qu'on peut... Montrez-moi vos paquets, s'il vous plaît, les filles. Levez-les, levez-les. D'accord, super. Et donc, parlez-nous justement de ce que vous avez créé. Oui, donc j'ai créé une culotte menstruelle. Je ne sais pas si une peut m'en donner une, parce que j'ai oublié, pardon. Donnez-lui, elle va nous le présenter. C'est gentil, merci. Une marque de culotte menstruelle. Donc ne t'inquiète pas, on va te rendre ta culotte. L'autre paquet aussi. On va te la rendre. Donc ça, c'est des serviettes réutilisables. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit que c'était sale. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas sale du tout à partir du moment où il y a une bonne hygiène. Il ne faut pas garder sa culotte, la réutiliser plusieurs fois sans la laver. Comme les protections jetables, après utilisation, vous les jetez. Les réutilisables, après utilisation, vous les lavez. Mais ce qui est bien avec ces protections-là, c'est que vous pouvez les garder plus longtemps que... voilà, vous pouvez les garder jusqu'au moment où elles se remplissent. Donc voilà, ça, ce sont des serviettes réutilisables que vous allez trouver. Il y a aussi un petit paquet, un petit carton explicatif que vous trouverez dans vos paquets, qui explique comment utiliser vos culottes et vos serviettes, comment les laver et voilà, les garder le plus longtemps possible. Elles sont réutilisables pendant 3 ans. Pendant 3 ans, vous pouvez les réutiliser. Ainsi que ici, nous avons les culottes menstruelles. Ce sont des culottes qui sont totalement absorbantes. Donc ça veut dire que lorsque vous allez saigner à l'intérieur, il n'y a pas nécessité de mettre une bande hygiénique, ça absorbe. Et généralement, la culotte peut se porter de 8 à 12 heures selon un flux. Par exemple, moi j'ai un flux très fort, je ne vais pas dépasser 7 heures. Je sens parfois qu'après 7 heures, ça se remplit, mais c'est souvent le deuxième jour. Après les autres jours, je peux la garder toute la journée sans problème, mais toujours laver après utilisation. Vous trouverez toujours, comme j'ai dit, toutes les explications dans votre paquet. Et j'ai rajouté aussi un petit calendrier pour vous aider à calculer votre cycle pour celles qui n'arrivent pas à suivre leur cycle sur les applications ou autres. Vous pourrez maintenant cocher et suivre votre cycle pendant toute une année grâce à ce calendrier menstruel. Voilà. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous pouvez nous dire également
ou peut-être s'en procurer. Parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous les avez gâtés, nos filles. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci. Vous les avez gâtées, certainement, mais peut-être qu'elles aimeraient bien que leurs amis, qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous, puissent en bénéficier. Où doivent-elles aller? Pour l'instant, elles sont disponibles dans certains centres de santé, mais en livraison. Donc on les livre. D'ici peu de temps, ils seront disponibles dans tous les supermarchés de Kinshasa. Il y a déjà c'est déjà en route. Vous allez les trouver dans un petit carton orange avec le logo Nita, ce logo ici là. Il n'y aura pas de culotte dessinée sur la boîte, ça sera une boîte orange avec le logo dessus. En tout cas, vous êtes les premières bénéficiaires. Vous pouvez applaudir pour vous-même et applaudir pour Madame Wanita. Il y avait également une sous-question ou une seconde question, je pense, où on a répondu. On a répondu, je pense. Madame Grasse, docteur Grasse va compléter. La sous-question que j'ai notée, pourquoi il y a des irritations? Oui, c'est ça. Oui. Très souvent, les irritations surviennent lorsqu'on prolonge la durée de la protection qu'on a portée. La durée moyenne, c'est 4 à 6 heures. C'est vraiment maximum 6 heures. Il faut faire un effort de changer tous les 4 à 6 heures. Et aussi, souvent, les irritations, c'est lorsque la personne met le tampon, qui est très absorbant. Il y a des tampons marqués hyper absorbants. Et ça absorbe même les sécrétions naturelles et ça assèche les voies vaginales. Et c'est ça qui cause souvent des irritations et même des micro-lésions. Et ces micro-lésions-là, c'est les micro-lésions dans des petites blessures. Et c'est souvent ça qui même favorise le choc toxique. Donc, en dehors des allergies, comme l'a fait Océane, Madame Océane, en dehors des allergies, souvent c'est dû à la sécheresse. C'est ça qui va entraîner l'irritation. Et cette sécheresse, souvent, est due parce que vous avez traîné avec votre protection. Donc, il faut vraiment avoir des bonnes pratiques d'hygiène, faire un effort de changer vos protections. Et lorsque vous êtes à la maison, quand vous changez les protections, se laver avant de mettre une autre protection pour éviter les irritations. Voilà. Une autre question? J'aime beaucoup. Une autre question, j'ai toutes les mains qui se lèvent. Alors ici, je vois qu'il y a donc question plutôt vers la gauche. Moi, c'est Sylvia Manunga, élève du lycée technique Bolingani, académicienne de la FOTA. Ma question est celle-ci. Comment pouvons-nous briser la honte qu'on entretient sans même s'en rendre compte? Je m'explique. En fait, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'hygiène menstruelle. J'ai posté une affiche qui parlait de l'événement. Bizarrement, c'est les filles de la famille qui ont réagi. Pourquoi tu postes ça, en fait? Tu ne trouves pas qu'il y aura des hommes qui vont le voir? Tu trouves que tu n'as pas honte? Mais mes oncles et mes tantes, mes connaissances, ont pourtant rien dit. Ils ont juste vu, connaissances côté paternelle. Ils ont juste vu et sans rien dire. Mais nous-mêmes, les femmes, on a réagi de manière excessive, avec la honte, je ne comprends pas. Qu'on entretient, en fait. Et t'inquiète, quand même, moi, j'ai du mal à comprendre. Mais j'espère que Dr Grasse ou Madame Océane vont nous en parler. Pourquoi? Ok. Bon, je vais essayer de répondre à la place de ces femmes qui ont rigolé, sans toutefois être du nombre. Ça reste un sujet tabou et c'est très culturel, j'ai envie de dire. On est encore à ce stade où, culturellement, tout ce qui touche à la santé menstruelle, tout ce qui touche à la sexualité, on le vit comme un tabou. Et des fois, ce sont nos parents, nos mères, nos tantes, nos sœurs, nos amis, qui n'arrivent même pas à en parler. Mais justement, je pense que c'est avec une bonne sensibilisation, une bonne communication pour le changement de comportement qu'on peut arriver à toucher ces personnes-là et à leur montrer que justement, ce n'est pas un tabou, puisque en tant que femme, toi-même, tu l'as vécu. Toi-même, tu as eu tes premières règles et toi-même, tu as toujours tes règles jusqu'avant la ménopause. Donc, au lieu d'en faire un sujet de honte, comprends juste que c'est normal. Mais ça passe vraiment par une communication pour le changement de comportement. Et cette communication, il n'y a pas que le corps médical. Madame Océane n'est pas médecin, mais elle le fait déjà. Donc ça veut dire que, en tant qu'académicienne qui a été formée, tu peux aussi sensibiliser tes sœurs, sensibiliser ta famille et leur dire que, attends, mais ce n'est pas un sujet de honte, c'est un sujet dont on doit parler et on doit éduquer les autres. Et tu seras aussi actrice de changement. Super. Soyons tous, et je dis bien tous, je n'ai pas dit toutes, soyons tous des acteurs de changement. Une autre question. Madame, oui. Une question. Ah, allez-y. Elle a compris très bien le
parlé qu'après le règle, les filles sont mauvaises. Il y a des infections qui arrivent après et les filles doivent prendre des antibiotiques pour lutter à ces problèmes-là après le règle menstruel. Maintenant, la question est de savoir, est-il vrai de prendre les antibiotiques après ces règles pour éviter de sentir mauvais? Dites-nous, à quoi est due d'abord cette odeur? Est-ce que c'est normal? Est-ce que, voilà. Les odeurs pendant les règles, c'est en fait tout ce qui sort, ce sont des déchets, on va dire. Docteur Rama a expliqué, il y avait l'endomètre qui s'était gonflé pour accueillir l'enfant, il n'y a pas eu d'enfant, et ça va s'évacuer avec les règles. Donc c'est du sang, c'est des tissus de l'utérus, de la matrice, qui va tous se desquamer et qui va sortir sous forme de règles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi des variations hormonales. Il y a la perturbation de la flore vaginale. La flore vaginale, ça veut dire le milieu naturel du vagin est perturbé pendant les règles. Et c'est pour ça qu'il y a certaines filles qui font une petite infection vaginale à la fin de leurs règles. C'est dû à cette perturbation de la flore. Le milieu naturel se sent peut-être agressé, les perturbations hormonales viennent perturber la flore vaginale et ça entraîne des infections. Et là, bien sûr, il faut consulter un médecin, il faut soigner. Et souvent, ces infections se manifestent par un changement d'odeur, par un changement de couleur des pertes blanches, un changement de la quantité des pertes blanches. Et bien sûr, ça doit vous orienter pour aller consulter un médecin. Mais on va dire en général, non. La fin des règles, on ne prend pas systématiquement des antibiotiques. Déjà que l'usage abusif d'antibiotiques, ça entraîne des résistances. Donc, ce n'est pas systématique, mais il y a des rares cas comme ça, des personnes qui, après leurs règles, développent une infection suite à la perturbation de la flore vaginale. Mais pour les autres, quand ce n'est pas le cas, vous n'avez pas besoin de prendre d'antibiotiques. Et pour parler de l'odeur, en dehors des cas d'infection, souvent l'odeur, c'est le sang. Le sang qui n'a pas été changé pendant longtemps, le sang qui est resté sur la bande hygiénique. Mais je pense que lorsqu'on se nettoie à chaque changement de bande hygiénique, on ne devrait pas avoir des odeurs. Mais si les odeurs persistent, c'est un signe qu'il y a une infection, il faut consulter un médecin. Et oui, y a-t-il une autre question? En fait, je voulais demander, c'était à quel âge on peut avoir nos règles le plus tôt possible? Le plus tôt possible. Bon, attends, parce que là, du coup, ta question me perturbe. C'est pas le besoin de les avoir très tôt, c'est de savoir le plus jeune âge. Voilà. En fait, la question, c'est la personne qui a eu ses règles le plus tôt. Voilà, Madame Océane va répondre. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont... En fait, l'âge normal pour avoir ces règles, c'est entre 11 ans et 14 ans. Celles qui ont eu leurs règles avant 11 ans sont dites précoces. Et ceux qui les ont eu après 14 ans, elles sont un peu tardives. Mais il n'y a pas voilà, c'est pas grave. Mais il faut savoir qu'il y a des femmes qui naissent directement, en fait, à partir du ventre, qui naissent directement avec et qui sont fertiles à partir de la naissance. On a eu un cas dans les années 1800 ou 1700, je ne sais pas combien, d'une femme qui était tombée enceinte à 5 ans, malheureusement, suite à un petit problème qu'elle a eu, mais elle était déjà fertile à cet âge-là. Donc, en fait, ça dépend des personnes. C'est des cas très rares. C'est vraiment des cas très rares. Vous pouvez les avoir dès la naissance ou généralement, ça arrive entre 11 ans et 14 ans dans la normale. Ou parfois, comme Madame Noémie nous l'a expliqué, à cause des perturbateurs endocriniens aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes femmes qui les ont plus tôt. Moi, je les ai eues à 9 ans, j'ai des amis qui les ont eues à 8 ans. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est bien de sensibiliser. Si vous avez des petites sœurs, des petites nièces, de toujours sensibiliser, même avant qu'elles les aient. C'est très important de parler parce que comme on dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Super. Moi, j'ai une question qui me vient justement d'une autre internaute et qui me dit ceci, pour en venir un peu à ce que vous êtes en train d'expliquer maintenant. Existe-t-il des aliments, vous en avez plus ou moins parlé, hein, à éviter pendant la période de règles? Et si oui, quels sont les aliments, soit à éviter, ou ceux peut-être qui vont justement nous aider à être en forme? Parce qu'ici, elle me dit, lorsque je suis dans ma période de règles, je me sens faible et j'ai presque parfois l'impression de vouloir tomber. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a des aliments clés
que l'on se doit de manger pendant la période de règles ou à éviter? En termes d'aliments clés, je dirais non. Il n'y a pas d'aliments clés qu'on doit manger ou ne Et veuillez pas. m'excuser, cela nous parvenait de Lubumbashi. Ah, ok. En termes d'aliments clés, je dirais qu'il n'y a pas d'aliments à manger ou à ne pas manger. Mais par contre, pendant la période des règles ou pendant la phase des signes annonciateurs, il y a des perturbations hormonales qui fassent qu'il y a certaines hormones, comme la sérotonine, qui entraînent des modifications alimentaires. Ça agit au niveau digestif et ça vous donne des envies un peu particulières, comme chez les femmes enceintes. Ça peut modifier l'alimentation, tu peux avoir tendance à beaucoup manger ou à moins manger. Et deuxièmement, il y a aussi l'alimentation, mais pas vraiment l'alimentation, mais en termes de le surpoids, qui favorise la survenue des règles plus tôt, à cause du tissu adipeux de la graisse, qui sécrète aussi une partie d'estrogène, et ça peut avoir une influence sur la survenue des règles. Et comme aussi à l'inverse, la malnutrition peut retarder les règles parce que le cerveau se dit « je n'ai pas encore assez d'énergie pour pouvoir procréer ». Et comme tout part du cerveau, la cascade hormonale aussi est modifiée et ça freine d'abord les règles. Mais en termes d'aliments à manger et à ne pas manger pendant les règles, sauf nouveauté vraiment, je dirais non. D'accord. Alors, juste avant qu'on reprenne encore une autre question, j'en ai une ici qui me vient de Ghislaine. Bonjour, je m'appelle Ghislaine Mabanda, élève du lycée Matongé et académicienne de la FOTAM. J'ai une question à vous poser, mesdames. Alors, ma question est celle-ci. Quelles sont les conséquences du manque d'accès aux protections hygiéniques et à l'éducation menstruelle sur la santé, l'éducation et la vie sociale des jeunes filles? Quelles pourraient être les conséquences? Je vous en prie, Madame Océane. Il y a plusieurs conséquences. Déjà, la pire, c'est que, une des pires, c'est que les jeunes filles arrêtent l'école par manque de moyens et par manque surtout de structures hygiéniques, parce qu'il y a beaucoup d'écoles où il n'y a pas des bonnes structures, où il n'y a pas d'eau dans les toilettes, etc. Et elles n'ont pas cette facilité de pouvoir se changer aussi, parfois aussi, comme j'ai dit, par manque de moyens. Ça fait qu'une jeune fille sur 4, selon UNICEF, arrête l'école, et c'est un nombre énorme. Jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de jeunes femmes qui doivent arrêter l'école dès qu'elles ont leurs premières règles. Donc ça, c'est vraiment... c'est un des cas les plus graves. Ensuite, on a aussi celles qui, par manque de moyens, vont commencer à utiliser, comme je les ai dit tout à l'heure, des morceaux de pain déchirés, des vêtements, des tissus, etc. Et en pensant, se disent, je pourrais l'utiliser comme ça va m'aider. Mais une des choses qui arrive, c'est qu'elles vont peut-être contracter des maladies. Tout à l'heure, on a demandé si les protections rendaient stériles. En fait, il faut savoir que la mauvaise utilisation de certaines choses, comme par exemple mettre du pagne, des trucs comme ça, il faut savoir que le pagne, il y a des produits chimiques qui sont utilisés pour faire la coloration de ces pagnes-là. Et lorsque vous les mettez en lien directement avec votre partie intime, il y a des risques plus tard d'avoir des fertilités, etc. Donc vraiment, préservez-vous et utilisez utilisez des bonnes pratiques hygiéniques. Utilisez les bonnes pratiques hygiéniques. Et en effet, comme ils l'ont dit, il faut pour ce avoir cette connaissance et savoir. Là, aujourd'hui, durant cette journée internationale, car ce n'est pas seulement ici chez nous, je remercie encore cette initiative qui nous vient du UNFPA. Nous sommes ici soutenus par Vodaeduc via la fondation Vodacom. On en parle. On le diffuse, on le vulgarise, on sensibilise, et pas seulement qu'ici, pas seulement qu'aujourd'hui, cela va continuer, pas seulement pendant 30 jours, mais je crois que c'est quelque chose à vie. Et c'est également votre rôle, chères jeunes filles, chers jeunes hommes, car nous sommes tous acteurs de changement. Avez-vous encore d'autres questions? Oui, j'en ai par là. Est-ce que je peux en avoir, s'il vous plaît? C'est votre journée, c'est sans tabou, on y va, on les pose. Avec vivacité. Bonjour, dites-nous tout. Je suis Brianne Katanga, élève du lycée Sainte-Germaine, académicienne de la FOTAM. Alors, n'est pas seulement une question, mais une préoccupation, surtout. Oui. J'aimerais bien savoir si c'était normal d'avoir régulièrement envie d'uriner durant ces règles. Si c'était normal, peux-tu reprendre? D'avoir régulièrement envie d'uriner, d'aller... Est-ce normal d'avoir envie d'aller uriner régulièrement lorsqu'on a ces règles? Normal,
je veux dire, ça peut arriver chez certaines personnes parce que les perturbations hormonales qui surviennent pendant la période des menstrues, chaque organisme réagit selon sa sensibilité, selon son niveau de sensibilité. Oui. Et comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a une hormone qu'on appelle la sérotonine. Vu que les estrogènes, la progestérone ont baissé, cette hormone-là est un peu plus élevée. Elle entraîne non seulement des perturbations digestives au niveau de l'intestin et tout, où on peut avoir la constipation, on peut avoir des ballonnements, on peut avoir au contraire la diarrhée. Je ne sais pas s'il y en a certaines qui ont déjà eu la diarrhée. De la même manière que du côté de l'appareil urinaire aussi, on peut avoir un comportement différent, c'est-à-dire on peut avoir envie d'aller uriner plus souvent. Mais généralement, c'est passager. Et la preuve que c'est lié aux règles, tout de suite après, le cycle, la période menstruelle, ça passe. Donc ça peut être normal, ça peut arriver. Bonjour à tous, je suis Ecclésia Ndwenga, élève au Collège Moderne des Figuiers. Alors j'aimerais savoir, on a dit qu'un cycle normal varie entre 28 ou 32 jours. Alors j'aimerais savoir pour les filles qui ont des cycles irréguliers, comment faire, parce que souvent elles font plusieurs mois sans avoir vu leurs règles. Alors j'aimerais savoir comment faire pour gérer ça, pour les filles qui ont des cycles irréguliers. Merci. Comment gérer les cycles irréguliers, docteur? Ok. D'abord, je vais rectifier. Un cycle normal varie de 21 à 35 jours. 28 jours, c'est la moyenne. Généralement, on se rend compte que la majorité des filles ont un cycle de 28 jours. Mais il y en a qui ont un cycle court, 21. Il y en a un qui a un cycle plus long, ça va jusqu'à 35 jours. Et souvent, la première année, comme c'est nouveau même pour l'organisme, le cerveau essaye encore de s'adapter, de réguler tous les mécanismes hormonaux. Le cycle est souvent irrégulier. Pour certains, c'est juste les 4, 5, 6 premiers cycles, mais pour d'autres, ça reste irrégulier. Et la meilleure méthode, je crois que Dr Ramal a dit, et Mme Océane aussi a évoqué le calendrier, il faut comptabiliser son cycle sur 6 mois. Ça veut dire, vous utilisez le calendrier, et chaque premier jour des règles, vous encerclez. Au mois de janvier, j'ai eu mes règles, supposons le 5. Au mois de février, j'ai eu le 3. Au mois de mars, j'ai eu le 2. Au mois d'avril. Et ensuite, vous allez faire la moyenne. Mais ça peut rester irrégulier. La moyenne vous aide juste à savoir que, ah ok, moi c'est irrégulier, mais ça varie souvent. Quand c'est pas 28, c'est 29, c'est 30. Ça veut dire que dans les 3-4 jours, vous attendez vos règles. Et si vous avez des signes annonciateurs, quand déjà vous commencez à voir que j'ai des petites crampes au bas-ventre, j'ai les seins qui ont tendance à gonfler, j'ai des maux de tête, j'ai parfois des nausées, ça peut vous orienter que les règles approchent. Et si vous n'avez pas de signes annonciateurs, eh bien, ayant fait déjà le cumul d'au moins 6 mois consécutifs, vous pouvez déjà savoir que, ah ok, j'ai déjà dépassé 28 jours, donc ça arrive bientôt. Vous mettez vos protections avec vous dans votre sac, partout où vous êtes, et quand c'est là, vous portez. Ça permet de ne pas se retrouver sans protection si on est en dehors, si on est à l'école, en dehors de la maison. Voilà comment on peut gérer ça. Voilà comment est-ce qu'on peut gérer cela, le changement. Allez-y. Comment tu t'appelles? Bonjour. Je suis Christiana Abedi du lycée Saint-Germain. Et j'aimerais savoir si une personne est injectée chaque mois, si cela peut compliquer ses règles, parce que j'ai une cousine qui avait la kéloïde, et puis après avoir enlevé la kéloïde, on l'injecte chaque mois les Kenacor. Et chaque mois, elle règle 2 fois ou 1 fois, et ça lui fait peur. J'aimerais savoir si c'est normal ou ça peut compliquer dans le futur, elle ne peut pas avoir d'enfant, un truc pareil. Docteur. Ok. Elle a peur. Le traitement des kéloïdes, effectivement, pour traiter les kéloïdes, ce sont des cicatrices hypertrophiques. Hein. Vous avez déjà vu des gens, bon, je ne vais pas citer les noms, mais on peut avoir, il peut se blesser ou bien après une intervention, il a peut-être une grosse cicatrice ici, ça sort n'importe où. Ce sont des cicatrices hypertrophiques qu'on appelle kéloïdes. Et souvent, dans le traitement des kéloïdes, effectivement, on injecte ce qu'on appelle les corticoïdes. Le Kenacor, là, ce sont des corticoïdes. Et oui, les corticoïdes perturbent les autres hormones. Et ça peut entraîner d'avoir des règles plusieurs fois le cycle. Mais c'est momentané, c'est durant la durée du traitement. Donc, même le traitement des kéloïdes, il n'est pas à vie, il est temporaire. Et donc, lorsqu'elle va arrêter son traitement de kéloïdes, son cycle va redevenir normal.
Mais aussi, comme il y a un médecin qui lui fait ses injections, je pense qu'il sera aussi très approprié qu'elle en parle à son médecin et voir s'il y a des médicaments qu'on peut donner pour réguler justement ce taux d'hormones qui est probablement bloqué par les corticoïdes. Et ça va l'aider à traverser cette période. Mais le plus important, c'est qu'elle n'ait pas peur, justement, qu'elle ait le courage d'en parler soit aux parents, soit carrément au médecin, et il va apporter une solution vraiment adéquate. Et oui, n'ayez pas peur. Alors, je sais qu'il y a énormément de questions. Ces questions, comme je vous ai dit, nous aurons un moment d'échange. Mais avant cela, j'aimerais que l'on puisse applaudir nos deux panélistes, le docteur Grace et Madame Océane. Fleuve Congo, colline du Kivu, une génération se lève forte et debout. La RDC appelle énergie et vision. Nous incarnons cette transformation. Côté, courage et intelligence.